1678 est un tournant dans la carrière de Vauban. La mort du chevalier de Clerville lui offre enfin le titre qu'il attend depuis si longtemps. Il est nommé commissaire général des fortifications du royaume. Toute la carrière de Vauban s'est déroulée à un rythme extrêmement lent. Il ne faut pas voir une carrière fulgurante. Il est remarqué, on apprécie ses talents, mais la reconnaissance va être très tardive. Vauban doit attendre 1688, il a 55 ans, pour être lieutenant général du roi. Car si Vauban avait reçu un titre plus honorifique, être autant sur le terrain aurait été indigne de ses fonctions. Pour Louis XIV, pas question de se passer de son génie aux frontières, d'autant que les années qui suivront seront les plus sombres de son règne. En 1685, il révoque l'édit de Nantes et interdit le protestantisme en France. L'Europe entière se ligue alors contre le royaume de France et les puissantes flottes anglaises et hollandaises menacent par la mer. Vauban fortifie la côte atlantique, l'entrée par la Gironde, la Charente, la rade de Brest et la Manche. Sur tous ces points sensibles, il construit des chapelets de forts qui, en croisant leurs tirs, verrouillent totalement les passages vers la terre. Et c'est sur la Manche, à Saint-Malo, qu'il va réaliser l'impensable. Un gigantesque fort en pleine mer, capable de tirer sur les bateaux ennemis et de croiser ses tirs avec d'autres forts plus près du rivage, pour empêcher tout accès à la rade de Saint-Malo. Ce fort défie encore aujourd'hui la violence des tempêtes bretonnes. Le fort de la Conchée. Vauban était extrêmement fier de cette construction. Il écrivait, donc là je ne fais que le citer, la Conchée sera ci-après la meilleure forteresse du royaume, la plus petite mais la mieux entendue, comme elle aurait été la plus difficile à construire, car jamais ouvrage ne le fut tant. Je pense que cette citation est assez éloquente. Espace de commentaires, il était absolument fier de sa construction, il la considérait comme un chef-d'œuvre. Pour les Malouins, le projet de Vauban est voué à l'échec. Comment envisager de construire un fort de cette envergure sur un terrain aussi hostile? Le principal obstacle qui va donc apparaître, ce sont les difficultés induites par la mer. La mer est un élément mouvant. En plus, nous avons de grandes hauteurs de marnage, c'est-à-dire la différence entre la basse mer et la haute mer, qui frôle 12 à 13 mètres. Cela induit également une puissance de courant. On peut avoir des courants qui peuvent atteindre, en pleine marée, 6 nœuds, c'est-à-dire pratiquement une vitesse d'un navire en pleine puissance. Pourtant, pour Vauban, il n'y a pas de doute. Il faut bloquer la fosse aux Normands, l'endroit où les bateaux ennemis trouveraient suffisamment de fond pour s'ancrer et bombarder Saint-Malo. Car à l'époque, la cité corsaire est une ville qui dérange, l'une des plus riches du royaume, et sa flotte est redoutable. Pour la bombarder, c'est pas facile, il faut amener des galiotes à bombe, ils sont des bateaux peu manœuvrants, il faut les ancrer pour qu'ils soient stables, et il n'y a qu'un seul endroit où on peut faire ça, c'est l'endroit précisément que va définir Vauban pour construire le fort de la Conchée, fortement équipé en batterie de canon. Il va le construire très vite et on n'attaquera plus Saint-Malo à cet endroit-là. Les Anglais seront obligés de débarquer des troupes à terre, ce qui est toujours hasardeux, et les 2 fois, ils perdront. Vauban imagine alors sur ce large rocher près de la fosse aux Normands un fort monumental, pour lequel il s'affranchit complètement de son architecture bastionnée classique. Quand il construit des ouvrages à la mer, il répète à ses ingénieurs qu'on ne fait pas de tranchées dans l'eau et que donc le front bastionné n'a strictement aucun intérêt pour être déployé sur une emprise maritime. Donc il travaille avec des formes pures et il les construit en élévation parce qu'il s'agit d'être à la hauteur des canons qui sont embarqués sur les navires. Quand il dispose d'un fort avec une batterie de canons de 24 canons, eh bien, il est capable de rivaliser avec les meilleurs vaisseaux de son temps et de les détruire éventuellement. Seulement quelques heures par jour, à marée basse, les travailleurs arasent le rocher en conservant un énorme piton central.
Tout autour de cette colonne vertébrale qui solidifie l'ensemble, les murailles du fort sont ensuite élevées pierre après pierre. Pour les fabriquer, des blocs de granit sont extraits des carrières des îles Chausey, situées à une journée de voile de Saint-Malo. Transportés en chaloupe, ils sont ensuite rapatriés sur le port pour être taillés. Puis, ces mêmes chaloupes profitent des courants de marée, lorsque la mer le permet, pour acheminer les pierres vers la conchée, où elles sont débarquées par une cage à écureuil. Mais la houle, capable de se lever à tout moment, oblige bien souvent les marins à jeter leur cargaison par-dessus bord pour éviter que leur bateau ne soit projeté sur les rochers. Vauban et son équipe réussissent malgré tout une prouesse. 2 ans plus tard, le premier étage peut accueillir une garnison et d'énormes canons pointent la fosse aux Normands depuis de très larges salles voûtées. Alors là, nous sommes dans les salles de tir les plus spectaculaires du fort. Ce sont des salles de tir en courbe. Donc c'est parfaitement innovant à l'époque, puisque c'est la première fois qu'on loge des canons dans des souterrains. Et d'ailleurs, à cette époque, Vauban a été extrêmement controversé, puisque les artilleurs prétendaient que les voûtes ne résisteraient pas aux explosions des canons et aux vibrations, donc les voûtes allaient s'effondrer. De même que les artilleurs prétendaient, ils avaient raison aussi de s'inquiéter, que les épaisses fumées noires des canons allaient tout simplement asphyxier les canonniers qui étaient déjà assourdis par le bruit des explosions. Et c'est pourquoi il a imaginé ce système de cheminée qu'on aperçoit juste au-dessus des bouches à canon qui permettait tout simplement l'évacuation des fumées. Lorsque Vauban entreprend la construction du fort de la Conchée, c'est la première fois en Europe que des canons de 48 livres, les plus puissants de l'époque, sont enfermés dans des salles de tir. Pour éliminer les fumées, Vauban innove et prévoit un système d'évacuation directement dans le rempart. Et pour absorber le choc des détonations, il fait réduire les joints entre les pierres des plafonds et renforce les voûtes avec du sable et des gravats sur 1,60 m d'épaisseur. On va envoyer des canons avec des boulets de 48 livres, c'est-à-dire capables à 600 mètres de faire un trou de 99 cm dans une coque de chêne. On pouvait craindre que la casemate ne supporte pas ces coups-là. Et elles ont parfaitement bien supporté. La preuve, c'est que malgré les tirs qui, au moment des combats de la Libération en 1944, le fort de la Conchée sera fortement dégradé, certes, mais sur le plan extérieur. Intérieurement, les casemates ont tenu, avec pourtant des tirs d'artillerie d'une autre puissance que ceux de l'époque de Louis XIV. Quelques mois après l'installation des canons, les Anglais attaquent, pensant que le fort est encore en travaux. Mais la réplique de la Conchée est si violente que plus jamais Saint-Malo ne sera attaqué par la mer.